ravi de vous savoir nombreux à nous suivre sur la télé du 21e siècle. Bienvenue dans cet autre numéro de l'émission Diagnostic consacré au changement de régime intervenu en Guinée. Il faut dire que c'est une page de l'histoire qui s'est tournée. Une autre s'est ouverte ce dimanche 5 septembre 2021 en Guinée. Une junte dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya a renversé Alpha Condé au pouvoir depuis 2010, réélu en 2020 pour un troisième mandat controversé qui a fait des centaines de morts. Le colonel Mamadi Doumbouya, nouvel homme fort du pays, déclare qu'il veut aller vite pour dessiner les contours de la transition qui s'ouvre en Guinée. Dans cette perspective, des consultations avec toutes les forces vives de la nation sont entamées. Les actes et décisions d'apaisement de la nouvelle junte militaire doivent-ils détourner l'opinion nationale de l'essentiel en ce qui concerne la mise en œuvre des bases réelles de la transition politique entamée depuis le 5 septembre dernier? Quelques jours, il faut dire quand même, après le putsch perpétré par le CNRD, aucun signe pour indiquer à date la direction politique prise par le pays, sans compter les inconnus qui planent également autour des tensions réelles du colonel Mamadi Doumbouya, nouvel homme fort de la Guinée en termes de durée et de calendrier de la dite transition. Et nous, dans cette émission, on pose le débat: comment analyser la transition qui s'ouvre en Guinée? Quelle erreur faut-il éviter pour une transition au bénéfice du peuple de Guinée? On essaye de répondre à cette question dans cette émission. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui dans l'émission Diagnostic, notamment comme invité, nous avons d'abord le premier qui n'est autre que Dr Abdoulaye Sylla. Il est constitutionnaliste, enseignant-chercheur et consultant en droit, spécialiste de transition constitutionnelle. Docteur, merci de répondre à notre invitation dans l'émission Diagnostic. Bienvenue. C'est moi qui vous remercie. Bonjour. Également dans cette émission, ce sont les habitués de la maison, M. Fahimba Mara, juriste et enseignant-chercheur à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia, doctorant à l'Université Cheikh Anta Diop. M. Mara, une fois encore, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, M. Barry, et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Merci. Merci de répondre à l'invitation. Également dans cette émission, l'autre habitué de cette émission, Ibrahima Balaya Diallo, acteur de la société civile et président de la plateforme Forum Civil Guinéen. Merci de répondre à cette invitation pour une nouvelle fois. Merci beaucoup. Merci à mes co-débatteurs. Oui. Alors, on va commencer cette émission par cette première question d'entrée. C'est vrai qu'on a entendu beaucoup d'explications. Monsieur Mara, selon vous, les raisons de ce coup d'État, quel est votre avis là-dessus? Bon, je crois que vous avez appris comme moi, c'était le dimanche, le petit matin, vous avez appris comme moi, et précisément sur les ondes de la RTG, le colonel Mamadi Doumbouya a affirmé la prise du pouvoir effective par l'armée, et par la même occasion, il a déclaré que la constitution était suspendue et que les institutions mises en place par cette constitution aussi étaient dissoutes. Donc voilà, ça veut dire que comme tu l'as dit d'ailleurs à l'entame de cette émission, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Mais qui s'ouvre sur quoi? C'est sur le vide constitutionnel et le vide institutionnel. Donc on tombe effectivement dans une situation d'exception et qui ne doit pas perdurer, qu'il faut rapidement combler par la mise en place d'une charte de la transition pour éviter le saut dans l'inconnu. Et ça, aujourd'hui, je crois que ça fait partie des préoccupations on va revenir sur ces attentes à la fin de cette émission. Ça fait partie aujourd'hui des préoccupations et ça n'a pas encore... si vous voulez, les annonces n'ont pas encore donné
les couleurs de cette charte de la transition qui est attendue aujourd'hui. Bien. Alors, Monsieur Balaya, il faut dire quand même que ce coup d'État intervient au moment où on pouvait quand même estimer que Alpha Condé était en position de force, parce que pour celui qui connaît notamment les forces d'opposition, l'opposition, le FNDT, tout semblait être sous contrôle. Alors, quel est votre avis sur les raisons de ce coup d'État, vous aussi? Bon, on a le sentiment que c'était le calme avant la tempête, hein, parce que pour les observateurs les plus avertis, on sentait que tout ce malaise ambiant, justement, c'est vrai que quand vous dites que Alpha Condé semblait maîtriser la situation, ça paraissait assez vrai, parce que tous les espaces de contestation et d'expression démocratique ont été fermés. Donc il va sans dire que voilà, il y avait un calme apparent qui n'en était pas finalement, on s'en est rendu compte. Mais ce qu'il faut dire au-delà de ça, c'est la somme de beaucoup de frustrations. Vous savez, on est dans un contexte de pandémie, jugulé avec une crise économique ambiante. Vous savez, les personnes de 2021, du 21e siècle, aspirent à deux choses, à un bien-être et à un mieux vivre. Aujourd'hui, quand vous regarderez, il y a au moins 50 à 60% de la population qui ont le même niveau d'information que tous les autres pays du monde assez développés, grâce aux réseaux sociaux. Parce que on ne peut pas aujourd'hui aller analyser sans prendre en compte l'avènement des réseaux sociaux. Ça nous a permis de rendre l'information verte, horizontale. Mais ce coup d'État, ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient... Attention, je viens. C'est-à-dire, il n'y a plus cette verticalité dans l'information. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens peuvent s'accaparer eux-mêmes de l'information. Maintenant, les gens sont éveillés, les gens comprennent. Maintenant, il y a eu maintenant des situations qui ont prévalu à cela. Et ces situations, c'était des frustrations qui n'étaient pas seulement des frustrations, je dirais, civiles, mais il y avait des frustrations militaires. Parce que les forces spéciales, qui avaient été bien dotées à leur création en 2018, ont senti leur budget diminuer comme peau de chagrin. Parce qu'il y a parfois des détails qui ne trompent pas. Où parfois ils restaient sans avoir certaines allocations qui étaient dues. Parce que l'idée de base de la création des forces spéciales, c'était quoi? Parce que Alpha Condé ne faisait pas confiance à l'armée régulière. Il fallait créer une force parallèle pour sa sécurité. Pour affaiblir un peu l'armée régulière. Bien. Maintenant, comme disent les Sénégalais, le sang de l'animal que tu immoles giclera d'abord entre tes mains. Bien. Voilà. Alors, docteur Sylla, sur la même question, quel est votre avis? Est-ce que vous partagez l'avis notamment de vos prédécesseurs sur la question? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Sauf que pour moi, les causes de cette crise sont multidimensionnelles. Si vous prenez sur le plan juridico-constitutionnel, on peut dire que le forcing de 2020, le forcing qui a consisté à changer la constitution de 2010 pour adopter celle de 22 mars 2020. Ça a beaucoup impacté sur l'élan du pays parce que ça a discrédité tout le système. Et ça, c'est un aspect à ne pas négliger. Sur le plan social, rien à dire. Regardez, les conditions de vie des populations se sont sérieusement dégradées. Sur le plan économique, rien à dire également parce que les choses se rejoignent. Mais c'est surtout sur le plan politique, les causes politiques de l'échec d'Alpha. Le premier aspect, c'est que Alpha, il a trahi sa propre vision en faisant ce troisième mandat. Et deuxièmement, son entourage aussi l'a trahi. Pourquoi je dis son entourage l'a trahi? Parce que l'entourage, les conseils sont là pour vous éclairer, pour vous orienter, pour vous aider à atteindre vos engagements vis-à-vis de votre peuple. Mais si c'est des gens qui sont là, qui profitent de vous, au lieu de vous orienter dans le bon sens, il me semble que c'est une façon de vous trahir. Donc Alpha, sa vision initiale, je pense qu'il est allé à l'encontre, et ensuite son entourage politiquement l'a désorienté ou l'a trahi. Bien. Et l'autre aspect, parce qu'il faut
aller jusqu'au bout de ces causes-là. Je ne vais pas être exhaustif, mais il y a des éléments qui méritent d'être signalés. Du côté de l'opposition, il me semble que depuis son élection en 2010, Alpha n'a pas eu suffisamment de temps pour bien travailler à cause des manifestations, maintien des forces. En fait, on était plus préoccupé par les manifestations, maintien de l'ordre public ou se maintenir au pouvoir que de travailler matériellement sur le terrain dans le sens d'améliorer la situation du peuple. Donc, vous voyez, les causes pour moi sont multidimensionnelles. Bien. Alors, M. Fahimba Mara, il y a quand même ces constats depuis ce coup d'État. Il y a quand même assez de déclarations, d'abord des acteurs de la société civile, et suivra après les acteurs politiques. Tous affirment leur soutien au régime. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu aller vite en besogne parce que ces déclarations d'allégeance, est-ce qu'il ne fallait pas, en quelque sorte, accorder le bénéfice du doute et juger cette junte militaire par les actes? Bon, je crois que à ce niveau, on n'est pas surpris. Vous savez, il vient de décrire la situation ou les conditions qui ont favorisé la réalisation de ce coup de force. Alors aujourd'hui, c'est que tout le peuple de Guinée rêvait à ce changement-là, mais on ne savait pas comment. Donc c'est intervenu à un moment où vraiment on avait besoin. C'est un signe, comme tu l'as dit, d'allégeance. C'est un signe de légitimation par le peuple, mais même si juridiquement... Est-ce que ce n'est pas un peu précipité? Parce qu'on avait fait la même chose avec Dadis. Mais le peuple, c'est un peu ça. C'est pourquoi, regardez le rôle qu'on est en train de jouer maintenant. C'est-à-dire, vous, les médias, nous, les intellectuels, c'est nous qui devrions nous donner les mêmes pour pouvoir recadrer, si vous voulez, le processus de transition qui s'annonce, qui pointe à l'horizon. C'est-à-dire le peuple, c'est un peu comme ça, c'est-à-dire le peuple mouton que vous connaissez, quand il y a une situation, donc l'agitation, la ferveur, l'anticipation, voilà. Donc maintenant, à nous autres de voir comment il faut accompagner le processus, comment il faut recadrer, puisqu'ils l'ont dit d'ailleurs quand vous avez écouté leur tout premier discours. Est-ce que c'est le contenu du discours qui... oui, mais parce qu'il faut les prendre au mot. Vous savez, il a rassuré à partir de son premier discours quand dans ses dénonciations, il dit que la cause de leur venue au pouvoir, c'est d'abord l'irrespect des principes démocratiques. Vous savez, au point de vue constitutionnel, au point de vue légalité, les militaires n'ont pas le droit de se retrouver sur la scène politique. Mais on le dit en Afrique aussi que si on ne veut pas que les militaires viennent sur la scène politique, c'est qu'il faut bien gérer le pays. C'est la bonne gouvernance, c'est la condition qui peut amener les militaires à être casernés. Ils vont même jusqu'à évoquer le dysfonctionnement des institutions. Alors, voilà. Donc, alors, toutes ces remarques, toutes ces dénonciations, aujourd'hui, sont citées comme les causes de ce coup de force. Donc, aujourd'hui, le peuple l'a légitimé par sa forte adhésion. Vous avez vu la liesse qu'on a vue à l'intérieur du pays, à Conakry. Je crois que c'est ce que l'opinion nationale ou internationale a utilisé pour dire que le coup d'État est légitimé en Guinée. Voilà. Mais même si elle n'est pas légale à cause, en vertu des valeurs auxquelles nous avons adhéré, la charte africaine qui porte sur le respect de la démocratie, de l'organisation des élections libres, transparentes, et tout ce qui en suit du CEDEAO, ces principes-là sont contre la prise du pouvoir par la force. Alors donc c'est anticonstitutionnel, c'est interdit. Mais vous savez, quelquefois... C'est un mal nécessaire. Voilà, ça va je crois que ça a été un mal nécessaire, c'est pourquoi c'est salué aujourd'hui. Monsieur Diallo, il y a quand même, si vous regardez notamment les déclarations politiques, c'est pas des moindres. On a la déclaration de l'ANAD, l'alliance qui a soutenu la candidature de Cellou Dalein Diallo, le principal opposant du régime d'Alpha Condé. Il y a également d'autres alliances, notamment comme l'alliance de l'actuel chef de file de l'opposition,
l'opposition au sortir du double scrutin du 22 mars dernier, Mamadou Sylla, des acteurs de la société et d'autres, tous affirment leur soutien. Mais est-ce qu'il ne faut pas éviter de faire de Condé sans Condé avec Mamadi Doumbouya? Moi, je crois que toutes ces réactions-là, c'était des réactions épidermiques. C'était contre Alpha Condé, c'est pas contre le changement. Moi, c'est ce que j'ai compris. Parce qu'il y avait une telle légèreté dans la réaction, dans le discours, que moi-même j'ai été assez surpris. Je crois que j'étais sur un média international hier. Je n'ai pas manqué de gratigner même ces leaders politiques. Mais ça prouve aussi leurs limites et leur incurie de nos hommes politiques, justement. Je crois que, comme le dit le protocole de Durban, je parle sous votre contrôle, le changement anticonstitutionnel de gouvernement, ça commence d'abord par le changement constitutionnel, avant même qu'il y ait un changement militaire. C'est mis dans le même sac, c'est mis dans le même sac. Donc, moi, je crois que la réaction des coalitions politiques aurait dû prendre un accent de fermeté déjà. Justement, parce que je vous dis... Est-ce que ce n'est pas un calcul politique aussi? Non, je vous dis, chat échaudé craint l'eau froide. Ouais. En 2008, on a vu Dadis, on l'a tous applaudi ici. On l'a tous applaudi parce qu'en Guinée, ce qu'on ne veut pas, on n'interroge pas l'histoire. Chaque gouvernement qui vient devient le nouvel oppresseur du peuple. En fait, c'est ça la réalité. Donc, chaque changement est perçu comme un nouvel élan vers un espoir, justement. Il y a un élan d'espoir qui naît. Parce qu'en fait, c'est ça la réalité dans ce pays. Aujourd'hui, Mamadou Doumbouya est perçu par l'opinion nationale comme le nouveau messie qui va changer les choses. Maintenant, entre la parole et l'acte, je crois qu'il faut qu'on fasse très attention. Il y a ce que les transitions peuvent faire et ce que les transitions ne peuvent pas faire. Justement. Je crois que dans le développement, on va y revenir pour dire vraiment ce qu'on peut faire dans une transition et ce qu'on ne peut pas faire dans une transition. Alors, docteur Sylla, il y a quand même... Est-ce qu'on peut dire que, c'est vrai, dans l'histoire politique de la Guinée, on parle, si je ne me trompe, du troisième coup d'État, ajouta cela le coup d'État manqué de Gara. Est-ce qu'on peut dire que, finalement, ça a été l'échec des acteurs politiques qu'on revient également à cette situation de transition militaire en Guinée? Et quel crédit il faut accorder au premier mot du nouvel homme fort du pays? Merci beaucoup. D'abord, j'aimerais définir ce que c'est le coup d'État, voire le nombre de coups d'État qu'on a connus en Guinée jusqu'à présent. Parce que, sauf erreur de ma part, on pourrait parler de 4 coups d'État. Ouais. Je m'explique. D'abord, juridiquement, sur le plan interne, le coup d'État n'est pas défini. Récemment, j'ai été interrogé sur le cas malien. J'ai dit que politiquement, c'était un coup d'État, mais juridiquement, ce n'était pas un coup d'État. Parce qu'un coup d'État, selon la charte africaine de la démocratie, de la gouvernance et des élections, c'est lorsque les postistes renversent le gouvernement démocratiquement élu. Oui. Bon. Donc au Mali, les autorités de la transition n'avaient pas été démocratiquement élues. Donc c'est à l'occasion des accords qu'ils ont été mis en place, qu'elles ont été mises en place. Donc juridiquement, ce n'était pas un coup d'État, mais politiquement, c'était un coup d'État. Maintenant, quand on reste sur le plan juridique, on dit un coup d'État, il y a un coup d'État dans 3 cas d'hypothèse. Dans 3 cas. Le premier cas, c'est lorsque les autorités démocratiquement élues sont renversées. Je reviens là-dessus parce qu'il y a des coups d'État militaires, il y a des coups d'État civils. Justement. Deuxième aspect, il y a coup d'État lorsque les élections démocratiques, à l'issue des élections démocratiques, le pouvoir en place refuse de céder le pouvoir au gagnant, à l'opposant qui a remporté les élections. C'est un coup d'État, selon la charte africaine de 2007. Et il y a coup d'État lorsque les autorités en place révisent la Constitution pour se maintenir au pouvoir, aux grandes dames de ce qui, de ce qui a été prévu dans ce contrat social-là. Donc, vous voyez, il y a 3 hypothèses dans lesquelles on peut parler de coup d'État. Maintenant, appliquons la 3e hypothèse à ce qui s'est passé en 2020. Est-ce que ce forcing constitutionnel était-il un coup d'État ou pas? Si c'est un coup d'État, dans ce cas, la Guinée a connu 4 coups d'État. De 84, avec l'arrivée du président Conté et son équipe, du 23 décembre 2008, à l'occasion de l'arrivée du CNDD,
parce que juridiquement c'était un peu compliqué. J'ai participé à ce débat à l'époque, parce que c'est le président de l'Assemblée nationale qui aurait pu organiser la transition. Justement. Mais lui-même, l'Assemblée était hors mandat. Donc c'était très compliqué, même pour nous les juristes à l'époque. J'ai participé à cette discussion, ça n'a pas été facile. Et maintenant, en 2020, le président Alpha Condé, il n'est pas interdit, il aurait pu doter la Guinée d'une bonne constitution selon l'expérience qu'il a acquise pendant 10 ans, et s'en aller. Vous voyez? Mais il a modifié, il a changé la constitution pour rester. Ça a discrédité, et selon la charte de l'Union africaine, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État. Et maintenant, ce que nous venons de connaître, parce que de toute façon, il a organisé des élections, et c'est à l'issue de ces élections-là qu'il s'est maintenu au pouvoir, le 18 octobre 2020. D'ailleurs, son principal opposant jusqu'à présent de revendiquer sa victoire en cellule d'Alenda. C'est ça. Donc il vient d'être renversé. On pourrait dire que, en somme, on a connu 4 coups d'État. De facto, il y a eu 4 situations quand même plus ou moins qualifiables de coups d'État. Est-ce qu'il faut parler d'échec des acteurs politiques en parlant de ces coups d'État? Les acteurs politiques, je pense qu'ils ont échoué. Ils ont échoué en ce sens que, regardez sur le plan juridique, à moins de 65 ans, on va bientôt connaître 6 constitutions. 6 constitutions. Déjà, on a 5. Et je sais que la transition, là, voilà, on va rédiger, on reviendra là-dessus, une constitution de sortie de crise. On aura notre 6e constitution. Donc, la durée moyenne d'une constitution, dans ce cas, c'est 10 ans. En 10 ans, un système politique ne peut pas s'enraciner. Donc, politiquement, c'est un échec pour nos acteurs politiques, que ce soit au pouvoir ou de l'opposition. En tout cas, jusqu'à présent, on n'a pas pu avoir un système politique, un système juridique fiable, capable de se pérenniser dans le temps. Bien. Alors, il y a aussi ces décisions ou ces actes d'apaisement de la part de la junte militaire dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya. On a vu également cette libération de plus de 80 détenus politiques. Alors, est-ce qu'on peut dire que ces actes-là sont nécessaires maintenant, vu la situation actuelle du pays, parce que ce sont des choses qui peuvent tromper l'opinion en disant que voilà, il faut les soutenir, ils ont fait ça. Mais est-ce qu'il ne fallait pas attendre à ce qu'on ait la mise en place d'un gouvernement, comme ils l'ont dit, d'union nationale qui pouvait s'occuper spécifiquement de ces questions, M. Balaya? Vous savez, ce coup de force est un inconnu. Donc, quand on le réalise, il faut essayer de trouver l'onction populaire. Et c'était un moyen. Et puis, d'autant plus que la plupart des prisonniers étaient là sans jugement. Ils étaient là sans jugement. Mais ce n'est pas le travail. Non, il fallait faire un geste fort pour s'attirer des bonnes grâces de la population. C'était ça, en fait, le problème. C'est-à-dire que, vous savez, un coup d'État reste un coup d'État. C'est-à-dire, tu n'es pas venu au moyen de d'une élection pour arriver au pouvoir. Donc, quand tu arrives, tu fais des gestes forts. Ça partait pour cela parce que ça rassurait même d'ailleurs. Je crois qu'il y a eu toute une euphorie dans les fiefs réputés de l'opposition. Ouais. Il y a eu une euphorie totale. Les gens sont sortis. Voilà. Donc on a adoubé le nouvel homme fort. Donc pour le commun des Guinéens, c'était des gestes forts. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en Guinée, chaque changement est un moyen d'espérer encore. Parce que le précédent a toujours échoué. Ouais. C'est ça aussi le problème. Mais ça dénote 65 ans d'échec politique. Mais l'échec politique, c'est ça. En fait, ce que nous ne voulons pas interroger, c'est notre histoire. J'ai fait une tribune il y a 3 ou 4 jours. J'ai dit le problème de la Guinée, c'est un système à déconstruire. Et je disais même en Ricana, il faut que tous les Guinéens lisent Jacques Derrida pour comprendre la notion même de la déconstruction. C'est un système. Aujourd'hui, quand nous voyons même le plan de la gouvernance, on est dans la troisième génération des enfants du système. Ouais. Le ministre de la Sécurité, Damanta, est de la 3e génération. Son grand-père a été président de l'Assemblée nationale. Oui. Donc, vous savez, c'est des choses qu'il faut interroger. Il y a eu un échec du politique. Il y a eu les violations des droits de l'homme. Moi, en 2018, participant à un colloque sur la déconstruction des discours de haine à Bamako, moi,
dans mes recherches, j'avais trouvé qu'en fait, le phénomène même de la violence a contribué à cela. On me fait signe qu'on est talonné par le temps. Alors, on va marquer une courte pause dans cette émission consacrée essentiellement à ces changements de régime intervenus en Guinée le 5 septembre 2021. On revient dans cette émission avec nos invités toujours confortablement installés sur ce plateau, mais ça sera juste après ça. De retour dans cette émission pour la deuxième partie du diagnostic consacré à ce coup d'État perpétré contre le régime d'Alpha Condé qui a été renversé, j'allais dire, par une junte militaire dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya. Alors, Monsieur Baraya, vous parliez notamment sur ces actes et décisions d'apaisement de la junte, notamment la libération de ces détenus politiques. Oui, toujours dans le souci d'obtenir l'onction populaire. Mais je crois que ce qui se passe dans ce pays, pour vraiment continuer sur le fil de mon idée, dans mes recherches, j'ai trouvé que, en fait, le problème de la Guinée, ce sont ces violences d'État cautionnées par des logiques plus locales. C'était ça, en fait, la trouvaille que j'ai pu trouver dans mes recherches avant de participer à ce colloque. C'est-à-dire, cela a permis d'asseoir un système. Et l'autre faille d'ailleurs dans la gouvernance depuis notre indépendance, c'est la faiblesse du spirituel par rapport au temporel. Quand on regarde dans les pays voisins de la Guinée, par exemple je prends le Sénégal, le rôle des confréries dans la marche de la politique, ils deviennent de facto des régulateurs sociaux. Oui. Nous, on n'a pas cette chance ici. Dès que l'imam même sort pour prendre la parole, déjà, les gens n'hésitent pas à le traiter même de corrompu. C'est-à-dire qu'il y a des pays où ce n'est pas possible, justement. Parce que nous avons nos réalités, nous avons nos régulateurs sociaux. Maintenant, pour ce qui est de l'apaisement tout court, nous, ce qui nous intéresse, moi je suis défenseur des droits de l'homme. Est-ce que ce n'était pas une, voilà, on peut dire la chair avant le bœuf? Il fallait attendre. Voilà. C'est des vœux pieux. C'est des vœux pieux. C'est des effets, bon, je ne dirais pas des effets d'annonce, je ne vais pas être aussi méchant, mais c'est des vœux pieux. Espérons maintenant que cela va se concrétiser. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, à l'entame, j'avais annoncé ça. Il y a ce qu'une transition peut faire et ce qu'une transition ne peut pas faire. Et il faut vraiment qu'on revienne sur cela pour expliquer à nos téléspectateurs. Oui, M. Silla, sur la même question de ces actes et décisions d'apaisement. Vous savez, d'abord, moi j'ai un master en droit de l'homme, voire même deux. C'est qu'il ne faut pas arrêter arbitrairement les gens. Et quand ils sont arrêtés parce qu'on pense qu'ils ont commis des infractions, la justice doit faire son travail dans un délai raisonnable. Vous voyez, les gens qui ont été libérés, si parmi eux il y a des criminels, ça signifie qu'ils vont hausser les épaules, ils ont commis des infractions, ils n'ont pas subi la teneur de la loi, ils ont été libérés. Par contre, parmi ceux qui ont été libérés, il y en a qui ont été arbitrairement arrêtés. Il y a des leaders politiques ou des gens qui ont été arrêtés en raison ou à cause de leurs opinions politiques. Ces gens-là, vu que c'est à cause de ces opinions-là qu'ils ont été arrêtés, c'est normal qu'ils retrouvent leur liberté. Vous voyez? C'est normal, parce qu'il n'y a rien dans le dossier pour les inculper. Donc c'est normal. Et comme il l'a signalé, je pense que libérer les personnes indûment détenues, ça c'est quelque chose à saluer. Par contre, libérer des gens à qui on reproche des choses, je ne connais pas les dossiers. Je suis simplement en train de nuancer ma position là-dessus. Vraiment, libérer les gens qui ont été arrêtés parce qu'ils ont émis une opinion ou ils se sont exprimés, je pense qu'il faut les libérer. C'est normal. Ça, il ne faut même pas traîner là-dessus. Monsieur Mara, sur la même question. Bon, d'accord. Quand on parle de discours d'apaisement, moi, je trouve que ça, ce sont des principes que nous rencontrons en longueur de journée chaque fois qu'il y a des coups de force. Voilà, c'est la suite. Vous savez, le discours qu'il tient, ce discours d'apaisement, je crois que quelque part, c'est normal. Est-ce que c'est le cas de ces libérations? Non, c'est pas une façon peut-être de... Non, ce n'est pas les délinquants du droit commun qu'on a libérés. Oui. Parce que c'est qu'on pouvait redouter. Si c'était une libération massive, on ne s'était pas référé à la justice pour agir. Regardez quand il a prononcé le discours, voilà, c'était un discours d'accord, mais après il est revenu à la charge pour dire
que le secrétaire général du ministère de la Justice se met en rapport avec les autorités pénitentiaires. Voilà, pénitentiaire, en l'occurrence le procureur, pour voir, pour examiner la situation des détenus politiques, comme il l'a si bien dit. Bien. Les détenus politiques, c'était pas vraiment un délit qui constituait une menace pour la société. Les gens ont été arrêtés, comme M. Silla l'a dit, à cause de des opinions politiques. Oui. Donc, et puis, dans quelle situation? Les opposants, quelque chose de troisième mandat. Les opposants au troisième mandat. Alors, puisque le troisième mandat n'était pas accepté n'a pas été digéré par le peuple de Guinée, par la majorité des Guinéens, naturellement, c'était pour le président de la junte d'exprimer, ou en tout cas de démontrer qu'il est dans l'esprit des Guinéens, de la majorité. Donc ces gens-là, la communauté internationale est intervenue auprès du professeur Alpha Condé pour demander la libération de ces détenus. Il n'y a pas eu de suite favorable. Les forces vives à l'intérieur sont intervenues, il n'y a pas eu de réaction, il est resté calé sur sa position, la sourde oreille. Alors si à l'occasion d'un coup de force, on vient réparer cette injustice-là. Moi, je ne trouve pas ça anormal, mais c'était de démontrer aux Guinéens qu'il est effectivement dans leur esprit, et c'était une façon de rassurer pour dire que... Parce qu'il a commencé par ça, son discours, il dit on est venu au pouvoir parce qu'il y avait, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'irrespect des principes démocratiques. Bien. Alors là, c'est pourquoi le premier acte fort posé par lui, c'est de libérer d'abord ceux-là qui ont été illégalement détenus, et puis, c'est-à-dire avec un temps anormal, il n'y a pas eu d'instruction, et puis on les prend, on les garde, contrairement au principe, si vous voulez, de la chaîne pénale. Bien. Les principes n'ont pas été respectés. Alors, ils ont été démesurément gardés. S'il est venu nous sortir de cette situation, moi, je pense que c'était salutaire, et puis c'était une façon de rassurer le peuple de Guinée pour dire qu'il est dans la bonne direction, même si, pour le moment, il n'est pas opportun de le juger. Mais ce départ-là, c'est normal. Tous les coups d'État que nous avons connus en 1984, quand le comité militaire est venu au pouvoir, mais encore eux, c'était encore du n'importe quoi. Parce que eux, quand ils sont venus, détenus politiques, détenus de droit commun, on a sorti tout le monde. Alors, donc, ça, je crois qu'eux, ils ont dit, on ne retombe pas dans les erreurs du passé, et c'est pourquoi ils ont dit, il faut décanter la situation. Donc, Bien. Voilà. Bien, alors il y a cette question que forcément vous vous posez, vous, aux téléspectateurs. Qu'est-ce qui s'est passé le 5 septembre 2021 dans la presqu'île de Kaloum? Comment le président Alpha Condé a été renversé par cette junte militaire dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya? On suit cet élément de reportage. On revient sur ce plateau pour décryptage. Dimanche 5 septembre 2021, il est presque 8 heures. Un contingent militaire lourdement armé rallie le centre-ville qui abrite le palais présidentiel. C'est les forces spéciales. Ils encerclent le palais présidentiel et les tirs retentissent. Les habitants de Kaloum s'interrogent et s'inquiètent. Sur les lieux, un jeune d'une vingtaine d'années reçoit une balle perdue. Après quelques heures, le lieutenant-colonel Mamadou Doumbouya annonce avoir arrêté le président Alpha Condé et assiégé Sékou Touré. L'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont amené l'armée guinéenne à travers le Comité national du rassemblement et du développement à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée, dans sa totalité. Donc nous appelons nos frères d'armes des unités de toute la République de se mettre du côté du peuple, cette fois-ci, pour une bonne fois, d'aider le peuple guinéen à sortir de ça, parce qu'on a besoin de sortir de cette ornière. Après cette annonce, des cris de joie et scènes de fête se sont multipliés dans les rues de Conakry.
des populations qui sont massivement sorties pour apporter leur soutien aux putschistes. Au fait, moi je soutiens les militaires. Pourquoi? Parce que nous on pensait en 2009-2010, Alpha Condé était venu pour nous donner les vraies démocraties. Mais il est venu, il est passé à côté. Toute la République de Guinée était angoissée de ce monsieur et voulait à ce qu'il parte à jamais. Dans une interview exclusive, Mamadi Doumbouya a affirmé qu'ils viennent pour mettre fin au mal guinéen et qu'ils sont avec tous les agents de forces de défense et de sécurité. Des retours sur ce plateau, c'était le film de l'événement, de ce coup d'État qui a renversé Alpha Condé au pouvoir depuis 2010. Alors, en plus de cette libération des détenus politiques, il y a également parmi les actions entreprises, voilà, cette décision de la junte militaire, notamment qui a décidé de geler les comptes bancaires des entités publiques et ex-ministres d'Alpha Condé. Il y a également la saisine des documents de voyage interdits de sortir du pays. Voilà, ça fait débat dans la cité parce que certains estiment que voilà, ce sont des personnes qui ont servi le peuple. Il fallait quand même les accorder un peu plus de respect. Docteur, quel est votre avis sur ces décisions également du CNRD? Merci beaucoup. En fait, le comité, disons, les militaires ont dit qu'il n'y aura pas l'esprit de vengeance. Mais c'est tout comme, Ils disent que la justice sera leur boussole. Ouais. Donc, pour le moment, on ne sait pas qui sera inculpé ou pas, qui a fait quoi et qui n'a pas fait quoi. Ouais. C'est un peu tôt de laisser les gens partir, parce que après, vous savez, les procédures pénales, les procédures judiciaires sont compliquées. Parfois, quelqu'un qui est poursuivi au plan interne pourrait se retrouver dans un état avec lequel vous n'avez pas de coopération militaire, de coopération judiciaire. Donc, pour le ramener, ça deviendra compliqué. Voilà. Donc, si c'est pour essayer de les maintenir d'abord jusqu'à ce qu'on sache qui a fait quoi ou qui pourrait être... voilà. Je pense que la mesure, à mon sens, ça relève des précautions. Oui. Des précautions à prendre pour maintenir les gens. On ne va pas les mettre en prison. Mais peut-être qu'on pourrait demander à la justice de se prononcer. Et si on pense que quelqu'un n'a rien fait ou on ne lui reproche pas quelque chose, c'est pas normal qu'on continue à détenir. Voilà. Oui, là, peut-être que la question rejoint ce que je viens de dire. Vous savez, quand on fait des virements, vous avez un compte bancaire, par exemple, en Suisse, tout ce que vous avez ici, ou même peut-être que c'est des trucs volés, vous rapatriez ça à l'étranger. Pour ramener ça, c'est toute une procédure. Donc moi, je pense que la mesure, ça relève des précautions. Les jeunes, c'est pourquoi je dis qu'il faut faire les choses avec beaucoup de lucidité. Pour le moment, on n'accuse personne, on ne veut faire souffrir personne, mais on ne peut pas aussi ne pas prendre des mesures pour sécuriser voilà, les acquis ou les biens de l'État ou des choses qui pourraient être des trucs volés. Donc, alors, moi, je pense que la mesure a tout son sens. Bien. Alors, M. Balaya, quand même, la décision a été prise au cours d'une rencontre avec les anciens ministres d'Alpha Condé. Quand même, ça a été un spectacle désolant pour ces anciens dignitaires du régime d'Alpha Condé qui ont été presque hués par les populations. Certains parlent d'humiliation parce que en plus de retrait des véhicules de commandement, ils sont interdits de sortir du pays, les comptes sont zélés. Voilà. Est-ce que vous êtes d'avis quand certains disent que voilà, ils ne devraient pas en quelque sorte procéder ainsi parce que selon eux c'est carrément une humiliation qu'on vient d'infliger à ces anciens dirigeants du pays? Bon, peut-être il faut donner un sens au mot humiliation. Moi je crois que vous les médias, depuis l'arrivée de Alpha Condé, il ne se passe pas un mois sans que vous ne fassiez cas de détournement, de cas de corruption. Ah oui. Nous le savons sur 10 ans avec des scandales financiers énormes. L'un des plus gros d'ailleurs, concerne Madame la ministre de l'Enseignement technique. Nabaya. On a même parlé de Nabaya Gate à un moment.
il est tout à fait normal, quand on a géré comme ça un pays, mais qu'on ne les libère pas comme ça. Parce que moi, je trouve injuste qu'on les laisse partir, alors qu'il y a un bébé qui venait de naître, qui est mort parce qu'il y a une couveuse de 2000 € qui manquait. 2000 €, c'est 21 millions de francs guinéens. Quand, quelques semaines auparavant, lors de la loi de finances rectificative, on a rajouté près de 200 milliards sur le budget de la présidence. Plus de 100 milliards sur le budget de l'Assemblée nationale. Pour des personnes qui ne nous servent à rien. Alpha Condé n'écoutait pas ses conseillers. Il les mettait là-bas au garage, il ne parlait avec personne. Parce que la réalité, en fait, la réalité... Et moi, j'ai eu les confidences d'un de ses amis de 40 ans qui m'a dit que Alpha Condé ne connaissait presque même pas ses ministres. Il ne les rencontrait pas. Parce qu'il a un discours qui est clair. Hein? Ça, de ce côté-là, il n'a pas confiance au cadre guinéen. Ça dit, c'était ça, en fait, le premier problème. Pour preuve, ce qu'il a fait, c'était même une insulte au peuple. Il a pris des conseillers étrangers qui pullulaient autour de lui. Justement. Et d'ailleurs, son ami de 40 ans, dont je vais taire le nom, mais vous comprendrez aisément, lui-même, il a dit et il a nommé même des ministres qu'il a consultés pour qu'ils soient des ministres. C'est lui-même, en tant qu'ami extérieur de Alpha Condé, qui a consulté ces personnalités guinéennes pour qu'ils deviennent ministres. Et il les a nommés. Il a parlé d'eux nommément. Donc cela veut dire qu'aujourd'hui, il y avait même un décalage, justement. Il y avait un décalage même entre le président et ses collaborateurs. Maintenant, dire que c'est une... Mais regardez combien d'immeubles se sont créés, combien de nouveaux riches on a créés dans ce pays. Sur le dos de la population. La population guinéenne s'est paupérisée. On est dans le dénuement total. Je ne parle même pas de zone grise. On avait dépassé le niveau de zone grise. Mais cerise sur le gâteau, on nous augmente le prix du carburant. On ponctionne 5% sur le salaire, sur le salaire des fonctionnaires de l'État. Mais le malaise est total. Donc moi je crois qu'aujourd'hui, les gens pensaient que c'était éternel. Vous savez, malheureusement, la mémoire de l'individu semble trop courte. Il y a eu tellement d'exemples, il y a eu tellement d'exemples dans le monde que les choses sont éphémères, les choses sont évanescentes. Et ils ne l'ont pas compris. Il faut maintenant qu'il y ait jurisprudence. Il faut qu'on les juge pour que ceux qui viendront après la transition vont dire « Ah, le peuple est vigilant. La justice est vigilante. » Parce que pour cette transition, il faut qu'il y ait un consensus fort. On va parler de cette transition dans la dernière partie de cette émission. Justement. Alors, Monsieur Mara, votre avis hein, sur... voilà, c'est... Bon, parce que d'autres estiment que c'est une humiliation. Non. Comme ils l'ont dit d'ailleurs, que c'est une précaution. Vous savez, tout le long du règne du professeur Alpha Condé, on a parlé de corruption, on a parlé de détournement, on a parlé d'impunité. Et si tout cela est arrivé, c'est parce que simplement, pendant tout le règne, le professeur Alpha Condé n'a pas pris un seul agent de l'État, gestionnaire des régies, pour un jour le mettre pour raison de détournement, de corruption en prison pour arrêter cette saignée-là. Alors, maintenant, le peuple, c'est-à-dire, c'est braqué par rapport à cette impunité-là. Alors, si eux, ils sont venus, je crois qu'ils ont dit d'ailleurs, dans le discours, il a dit qu'ils vont mettre... ils vont mettre un système qui n'a jamais existé ici. Alors si ils commencent à poser les précédents, comme l'a dit M. Balaya, il faut de la jurisprudence, c'est-à-dire il faut poser des actes forts dans ce sens pour que ceux-là qui viennent demain ne répètent pas la même chose. Mais pour moi, ce n'est pas ça qui m'inquiète. Vous savez, dans cette ferveur-là aussi, il faut savoir faire la part des choses. Vous savez, nous venons de loin. Et ça, il faut le rappeler d'ailleurs au CNRD. Nous venons de loin. Notre démocratisation a commencé depuis 2006-2007. Et tous les acquis qui ont permis au professeur Alpha Condé de se retrouver à la tête de l'État,
c'est que ces acquis-là ont été accouchés dans la douleur à partir de 2006 jusqu'en 2010. 2010, oui, parce qu'il y a eu assez de manifestations et de morts. Oui. Donc le peuple attendait de lui vraiment de conforter ou de renforcer ces acquis-là. Mais alors, toutes les institutions, ça veut dire que notre démocratisation, la construction de notre jeune démocratie a pris son départ. Les bases ont été posées et ces bases-là se matérialisent par quoi? C'est par la mise sur pied des institutions démocratiques. Il se trouve aujourd'hui qu'il y a des amalgames à ce niveau. Ils sont venus au pouvoir puisque la Constitution a été suspendue et les institutions mises en place par la Constitution, pour eux, sont dissoutes. Mais il faut qu'ils comprennent bien, les institutions démocratiques qui sont là n'ont pas été construites par la Constitution de 2020, naturellement, mais c'est bien avant 2010, même de 90 et de 2010. Alors ces institutions démocratiques-là, ce sont des acquis de notre démocratisation. Il ne faut pas qu'à l'occasion, qu'on mette tout ça là à l'actif du professeur Alpha Condé pour détruire ces institutions-là. Parce que qu'est-ce qui arrive? Ces institutions-là doivent demeurer. Les personnes politiques qui portaient la voix de ces institutions sont partis avec la dissolution des institutions. C'est ce que ça veut dire. Bien. Maintenant, si eux ils sont partis, il ne faudrait pas que les administrations qui constituent les mémoires ou les âmes de notre jeune démocratie et de notre jeune démocratie disparaissent. Parce que c'est cette impression qu'on est en train de donner au palais du peuple aujourd'hui par les commissions qui reçoivent les rapports tout récemment qui disent, quand il y a des institutions d'ailleurs auxquelles ils s'en prennent, ils disent ah non, votre institution c'est parti avec la Constitution. Quand vous prenez par exemple la Cour constitutionnelle, vous prenez l'Assemblée, mais non, c'est-à-dire l'Assemblée, les députés sont partis, on est d'accord. La Cour constitutionnelle, les conseillers sont partis, d'accord, mais les administrations, on a besoin de l'administration parlementaire pendant la transition, justement. On a besoin de la Cour constitutionnelle pendant la transition. Donc si les conseillers sont partis d'un côté, les députés sont partis de l'autre côté, mais les administrations de ces institutions doivent demeurer, justement, parce que d'autres personnes arrivent. Mais si on détruit ces administrations, qu'est-ce qui arrive? Quand on va vouloir reconstituer ces institutions, ceux qui vont venir, mais en combien de temps ils vont encore réussir à bâtir l'expertise pour pouvoir répondre aux attentes? C'est-à-dire, donc, je crois que les autorités, les membres du CNRD doivent comprendre et doivent rappeler à leur exécutant qui siège. Non, c'est très important, Barry. Il faut qu'ils rappellent à ceci que voilà, ils doivent. C'est le cas du gouvernement d'ailleurs, ce sont les secrétaires généraux qui ont repris la main. Voilà. Oui, mais c'est pas dans tous les cas. Bon, là, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Mais au niveau de certaines institutions, ils sont en train de faire croire que même les administrations doivent. C'est ce qu'il faut éviter. Alors, il y a également la question des crimes commis sous le règne d'Alpha Condé. C'est vrai qu'il y a une entité, notamment le Front National pour la Défense de la Constitution, qui avait dressé une plainte au niveau de la CPI, la Cour pénale internationale, pour ces crimes, notamment commis par le régime d'Alpha Condé et quelques membres de son gouvernement. Aujourd'hui, quand même, il ressort dans le débat de l'opinion nationale des gens qui estiment que, voilà, pour parler de ces crimes-là, c'est une façon de réveiller les morts parce que les plaies ne sont pas encore cicatrisées. Alors, de votre avis, notamment de constitutionnel et expert de la transition, est-ce que c'est judicieux de parler de ces crimes commis par le régime d'Alpha Condé pendant la transition, ou bien il faut laisser le temps pour ne pas réveiller les morts? Voilà. En fait, la question, elle est délicate. J'ai eu à me prononcer sur les crimes du 28 septembre à plusieurs reprises, ici même en Guinée, parce qu'à chaque fois que je rentrais en vacances de la France, je passais sur les radios privées pour essayer de partager les modestes expériences en la matière avec les concitoyens.
Mais ce qui relève de la punition de ces crimes internationaux qui ont été commis en Guinée, la question elle est un peu délicate. Et je pense qu'elle doit être gérée avec beaucoup de lucidité. D'abord, il ne faut pas tomber dans l'impunité, parce que c'est ce qui fait que dès qu'il y a un changement de régime, il y a d'autres crimes qui sont commis. Justement. Donc c'est parce que les anciens n'ont pas répondu aux actes qu'ils ont eu à commettre. Donc il faut faire de sorte que l'esprit de l'impunité, cette culture de l'impunité que nous avons jusqu'à maintenant, il faut mettre fin à ça. Mais comment? Parce que si on doit punir ces crimes internationaux, ils ont été commis, autant ils auraient été, je mets ça au conditionnel parce que moi je suis juriste, je n'appartiens à aucun camp, et je me prononce en tant que scientifique, en tant qu'intellectuel. Donc, s'il y a eu des crimes internationaux qui ont été commis au temps du président Alpha Condé, il y a également eu des crimes internationaux qui auraient été commis pendant la transition de 2008 à 2010. Il y a eu le rapport des Nations Unies. La commission d'enquête internationale a donné des chiffres. Maintenant, ça résume aussi... Je suis obligé de vous interrompre parce qu'on me fait signe qu'on va marquer la deuxième pause dans cette émission consacrée sur ce changement de régime intervenu en Guinée le 5 septembre dernier. Alpha Condé qui a été renversé par une junte militaire dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya. On revient dans cette émission juste après cette courte pause. De retour dans cette émission pour la troisième et dernière partie de diagnostic consacré à ce changement de régime intervenu en Guinée avec ce coup d'État orchestré par cette junte militaire dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya. Alors vous parlez notamment de ces crimes à répétition en Guinée mais qui restent impunis. Tout à fait. Je disais qu'il faut mettre fin à cette culture de l'impunité qui a caractérisé la Guinée jusqu'à présent. Dans une de mes émissions, je disais que le délai raisonnable en la matière, c'est jusqu'à quand pour punir les crimes internationaux. Je pense que même sur le plan international, il va falloir régler cette question-là. Je l'ai évoqué récemment à l'Académie africaine de la pratique du droit international. Vous savez, j'ai écrit un article sur la constitutionnalisation du droit international pénal et c'est là que je suis tombé sur ces détails-là qui manquent actuellement au système pénal international. Mais ce que je vais dire, a priori, en tout cas c'est ma position, je pense qu'il faut, si les gens là doivent être jugés, il faut mettre la compétence universelle de l'État guinéen en la matière. Vous savez, depuis 2016, avec le code pénal qui a été réformé, il me semble, par Cheikh Sako, l'ancien ministre Cheikh Sako de la Justice, la Guinée a désormais intégré dans son système pénal la compétence universelle de l'État guinéen à sanctionner, à punir les crimes internationaux. Donc dans un premier temps, il va falloir mettre cela en avant. Et dans un second temps, une autre question va se poser. Quels sont les crimes à punir? Jusqu'à quand? C'est-à-dire la compétence de punir les crimes rationnés et temporis. C'est jusqu'à quand? Est-ce que c'est uniquement les crimes commis au temps du président Condé ou les crimes qui ont été commis au temps du CNDD? On va les... voyez? Donc il faut mener une réflexion. C'est pourquoi je dis qu'il faut faire les choses avec beaucoup de lucidité. Bien. Lutter contre la culture de l'impunité et essayer d'adopter une politique en la matière qui puisse nous permettre de nous reconstruire. Bien. Alors, on va à présent parler de cette réaction sur le plan international. On a vu quand même que l'Union africaine, l'ONU, la CEDEAO, tous ont presque eu à conjuguer le même verbe en ce qui concerne notamment les condamnations vis-à-vis de ce coup d'État intervenu en Guinée. Mais il y a quand même une des sorties qui suscite le débat, c'est un peu la sortie de la CEDEAO. Pour certains observateurs, c'est une institution qui ne devrait pas prendre la parole dans cette situation parce qu'ils estiment que tout ce qui est arrivé en Guinée, c'est parce que la CEDEAO a voulu
que notamment les choses restent ainsi et elle n'a jamais œuvré dans le cadre notamment pour éviter cette situation. D'ailleurs, hier, il y a une mission, des émissaires ont été délégués par la CEDEAO. Ils réclament la libération du président Alpha Condé, qu'il aurait vu et qu'il se porterait dans de bonnes conditions. Que dites-vous de la réaction de la CEDEAO et surtout de cette demande en termes de libération du professeur Alpha Condé? Bon, moi je crois que la CEDEAO a manqué l'occasion de se taire. Vous savez, cela prouve aussi, en venant juste s'enquérir de l'état de santé de Alpha Condé, cela veut dire que c'est resté un syndicat de chefs d'État. Je crois que nous, on a besoin d'une CEDEAO des peuples. En tout cas, c'était le motif parce que tu sais le problème de cette délégation. Ils sont obligés parce que entre eux-mêmes, ils ne sont pas clairs de toute façon. Le président ivoirien, c'est un 3e mandat. Il y a des velléités. Le seul qui s'en est bien sorti, c'est le président nigérien. Ouais. Pour preuve, aujourd'hui, il se la coule douce. Ouais. Il se la coule douce. On lui ouvre toutes les portes du monde. Hein? Aujourd'hui, il va où il veut. Il devient même un médiateur dans des crises, etc. Moi, je crois que les instances sous-régionales ne nous ont pas servi à grand-chose. Moi, j'aurais bien voulu les entendre quand il y a eu le coup d'État constitutionnel en 2020. Ils n'ont rien dit. Parce que tout simplement, ils n'osaient pas faire face à Alpha Condé. Il y a assez de plaintes des acteurs de la société, notamment l'opposition, d'opposer. Non, parce qu'ils n'osaient pas faire face à Alpha Condé. Le seul qui a osé le faire, c'est le président Bissau-Guinéen. Ouais. Peut-être d'une manière aussi très violente, mais quand même, voilà, Mbalo. Et d'ailleurs, là, il y avait des antécédents. Oui, il y avait des antécédents personnels. Voilà. En fait, il y a des antécédents entre eux. Si vous me permettez, Condé a soutenu. Voilà, son rival. Voilà. J'ai fait ma thèse dans un laboratoire de droit international. La relation entre la Guinée et les organisations internationales, je pense qu'il faut faire une bonne lecture de la chose. Qu'est-ce que j'appelle bonne lecture? Vous savez, la CEDEAO, ainsi que toutes les organisations internationales communautaires, il est de principe, quand il y a un coup d'État dans un État membre, de condamner, de principe. C'est le principe. Voilà, et d'exclure parfois ou de suspendre la participation de cet État-là à la chose. Je pense que la CEDEAO a procédé ainsi. La deuxième chose, c'est que ces organisations sous-régionales ne restent pas indifférents. Souvent, ils envoient des groupes de contact. D'abord, pour prendre langue avec les autorités de facto. En fait, je dis de facto de fait, parce que tout le monde n'est pas juriste, il faut simplifier le langage. Et ensuite, demander à ce que le président qui était là soit traité dignement. On a vu le cas au Mali. Ouais. Avant, c'était avec Ibeka, et à travers l'intervention de la CEDEAO, Ibeka a pu sortir du pays, pour aller se faire soigner. Bien. Et il est revenu. Et vous voyez, récemment, à travers l'implication de la CEDEAO, les autorités de la transition qui avaient été arrêtées, ils étaient placés sous résidence, ils ont pu être libérés. Donc, moi, je pense que les organisations internationales, là, sont dans leur rôle. D'abord, il faut jouer à la prudence parce qu'il ne faut pas intervenir dans ce qui relève de la souveraineté des États. Et en même temps, comme on est dans un espace d'intégration, il ne faut pas aussi se mettre à l'isolement, à l'écart et laisser la situation pourrir. Non, la condamnation est une très bonne chose. Hein, c'est tout à fait noir. Ils sont dans le rôle. Moi, ce qui m'intrigue, c'est cette demande. Mais le problème, c'est que les instances sous-régionales auraient dû faire la même chose quand il y a eu le problème de la nouvelle constitution. Ça n'a pas été fait. Et j'ai donné les raisons. Parce que les dirigeants ouest-africains avaient peur de se mettre à dos le président guinéen. Parce que parfois, on trouve qu'il est très impulsif dans ses réactions, etc. Bon, ça, c'est le côté émotionnel, justement. Mais maintenant, le problème, c'est que il faut qu'on interroge nos instances régionales, sous-régionales, tout ce que vous voulez. Parce que dans une transition, le danger même dans une transition, c'est que c'est cette forte dépendance de l'extérieur. Je crois qu'aujourd'hui, il faut essayer de trouver les ressources internes. C'est pour ça que tout à l'heure, avant qu'on aille à la pause, j'ai dit trouvons un consensus fort à l'interne. C'est-à-dire utilisons nos compétences locales pour y aller. Parce que qu'est-ce qui arrive dans une transition? Il y a même une rivalité entre les instances internationales. Parce qu'ils vont venir avec le groupe de contact, ils vont venir ici
Parce qu'en réalité, derrière, qu'est-ce qu'il y a? C'est toutes ces mallettes d'argent qui circulent. Parce qu'une transition aussi, c'est le moment de circulation de beaucoup d'argent. Ouais. Voilà, parce que moi j'étais là, je venais d'arriver, j'étais pas bien aimé. C'est une révélation, hein, parce qu'il faut dire certainement, vous êtes dans les secrets de Dieu. Non, c'est-à-dire, je le dis. En tout cas, c'est le meilleur moyen de se faire de la maille. Non, je l'ai vu en 2009. Moi, je venais d'arriver en Guinée, je n'étais pas encore bien imprégné. Mais il s'est trouvé que j'ai eu de grosses relations parce que j'ai beaucoup bougé dans le monde. J'avais mes relations que j'ai retrouvées ici. Des anciens professeurs que j'ai eus à l'université de Dakar. Donc tout ça, ils sont venus ici comme membres du groupe de contact. Il y a des mêmes gens qui m'ont mis sur les droits de l'homme, sont venus s'installer ici et organiser même des ateliers. Je sais comment ça s'est passé. Bien. Parce que moi-même, ça m'a un peu retourné. J'ai dit, c'est pas normal qu'on fasse venir des compétences externes. Et pourtant, alors que pour en les Guinée, services, il y a des Guinéens qui peuvent le faire. Ouais. Aujourd'hui, les deux compétences qui sont en face de moi, il y a des choses qui peuvent conduire ici dans ce pays. Ouais. Donc voilà, moi je crois que ils n'ont qu'à condamner de facto tout ce qui est, parce que c'est le principe. Bien. Maintenant, sur la réalité, la CEDEAO, l'Union africaine, bien, ils ne peuvent pas se regarder dans un miroir. Monsieur Mara, cette demande de la CEDEAO quand même qui suscite la révolte de certains observateurs, notamment les citoyens qui estiment qu'on ne peut pas, c'est inacceptable de demander dans ce contexte-là la libération du professeur Alpha Condé. Oui, d'accord. Je crois que je vais marcher sur les langues de mes collègues sur ce plateau. Bon, en vertu de notre attachement aux valeurs et principes démocratiques de la Charte africaine de la démocratie, du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, c'est vrai que la CEDEAO, c'est un principe, c'est-à-dire parce que en vertu de l'application des principes que je viens de rappeler, c'est que la prise du pouvoir par la force est interdite. Donc, quand un tel phénomène se réalise, le premier, si vous voulez, le premier acte que la CEDEAO peut poser, c'est d'abord cette condamnation-là. Mais on peut se poser la question de savoir, est-ce que dans le cas guinéen, la marge de manœuvre de la CEDEAO peut... la CEDEAO a une marge de manœuvre. Moi, je peux dire non. Vous savez, aujourd'hui, la démarche de la CEDEAO, c'est deux poids, deux mesures. Et quand quelqu'un l'a dit sur ce plateau tout à l'heure, qu'en 2020, le professeur Alpha Condé a fait un coup d'État constitutionnel, il s'est maintenu au pouvoir. Et à l'occasion, le peuple s'est soulevé pour manifester et pour protester contre ce maintien de force du professeur Alpha Condé au pouvoir. Mais à l'époque, malgré les appels à l'endroit de la CEDEAO par les forces politiques et autres, la société civile, il n'y a pas eu d'effet. La CEDEAO est restée la sourde oreille. Bon, aujourd'hui, c'est un coup de force qui renverse le professeur Alpha Condé. C'est la même CEDEAO qui vient avec son cortège de condamnation. Mais est-ce qu'on peut se poser la question de savoir que si la CEDEAO a réussi au Mali, est-ce qu'ils ont la même marche de manœuvre en Guinée ici? Ouais. Maintenant, on peut se poser la question de savoir. Moi, je pense qu'en Guinée, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Regardez, ils ont réussi à coincer le Mali parce que le Mali, à voir la configuration géographique du Mali, le Mali ne peut s'approvisionner que enclavé, que par les pays le cas de la Guinée, environnants. Voilà, voilà, le Mali avec l'INOA, le Mali, ils n'ont pas de banque centrale, c'est-à-dire c'est la même banque centrale. Donc ils avaient tellement de possibilités de coincer le Mali, c'est pas le cas de la Guinée. C'est pas le cas de la Guinée. Nous avons une ouverture sur la mer. Et puis, on a une banque centrale autonome. Ouais. Et puis, nos partenaires, regardez un peu la couleur de nos partenaires. Ce sont les Russes, ce sont les Turcs, les Chinois et un peu les Français, parce que les Français, ils n'ont pas tellement accompagné le professeur Alpha Condé. Les Français, aujourd'hui, ils ont fait une condamnation. Ce sont les papas naturels. Voilà, si vous voulez, diplomatique, mais ce sont nos papas naturels. Ce sont nos cousins, d'ailleurs, biologiques, hein, on le dit comme ça. Donc, eux, aujourd'hui, ils ne vont pas accepter, parce que c'est eux qui ont les affaires ici. Ils ne vont pas accepter que les affaires là
soit paralysée parce que simplement le professeur Alpha Condé est arrêté et s'il n'est pas libéré, ils ne vont pas continuer à exercer les activités. Bien. Donc on a tous ces avantages-là. Alors dire que la CEDEAO va coincer la Guinée comme il l'a fait au Mali, ça ne réussira pas. Et donc ce que la CEDEAO peut, c'est négocier. Alors si la gente n'est pas d'accord, je crois que la marge de manœuvre de la CEDEAO, c'est très bien. Donc là, vous avez une minute. En 2 mots, en fait, je pense qu'il faut vraiment avoir une autre lecture de la position de la CEDEAO. Vous savez, adopter une constitution, une nouvelle constitution, moi je la vois comme étant un contrat social du peuple. Et la CEDEAO ne peut pas interdire à la Guinée de se doter d'une nouvelle constitution. Adopter une nouvelle constitution, ça relève de la souveraineté de la Guinée. Mon professeur est là, il le sait. C'est le pouvoir constituant souverain qui rédige la constitution et qui l'adopte comme un texte fondateur de l'État. Admettons que le président Alpha Condé, s'il avait doté la Guinée d'une nouvelle constitution, il est parti. Il a organisé une élection démocratique et crédible. Le pouvoir a basculé dans les mains d'une autre personne. On aurait dit que c'était un coup d'État? Non. Est-ce qu'on aurait eu la même lecture aujourd'hui? Non. Donc, à l'époque, la CEDEAO ne pouvait pas, à mon sens, c'est une lecture, je peux me tromper, je suis humain avant tout, ne pouvait pas interdire à la Guinée de se doter d'une nouvelle constitution. Vous voyez? Donc, elle n'a pas brûlé dans les responsabilités. De l'autre côté, et essayer d'adopter 2 poids 2 mesures de la part d'une même organisation, comme on l'a vu récemment de la part de l'Union africaine, qui condamne le Mali et qui accompagne le Tchad avec après, le fils. Là, ça peut donner à réfléchir. Maintenant, la position de la CEDEAO, n'oublions pas le rôle que la CEDEAO a joué en 2010. Vous savez, toute la transition, en tout cas la fin de la transition, on la doit à la CEDEAO. Pourquoi? Parce que le médiateur de cette transition, le président Blaise Compaoré, a été désigné par la CEDEAO. Et c'est sur la base des accords de Ouagadougou qu'on est sorti de la crise. Justement. On a adopté la constitution du 7 mai 2010 et finalement les élections ont été organisées comme prévu par les accords. Le président de la transition, Cheikh Konaté, est parti, Alpha Condé est arrivé. Donc moi je pense qu'il faut essayer de relativiser. La CEDEAO ne doit pas jouer à la complaisance. Vous avez écouté le président Issoufou sur la question quand on lui a demandé est-ce que c'est un syndicat des chefs d'État ou bien c'est la CEDEAO des peuples. Il a dit que les chefs d'État représentent leur peuple. C'est vrai. Donc ce qui signifie que c'est la CEDEAO des peuples. Les chefs d'État sont des élus de leur peuple, agissent au nom de leur peuple et exercent la souveraineté par la représentation. Mais moi, ce qu'il faut voir, tout État, vous savez, je travaille sur ces questions, tout État qui n'arrive pas à gérer ses affaires intérieures tout seul, oblige les organisations internationales à s'intéresser. Il y a cette question, voilà, c'est qui est le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, l'homme qui a renversé Alpha Condé au pouvoir depuis 2010, réélu en 2020 pour un 3e mandat controversé. La réponse se trouve dans cet élément de reportage que nous allons suivre ensemble. Après, on revient sur ce plateau pour parler désormais de la transition en cours. Mamadi Doumbouya, né le 4 mars 1980 à Kankan, une région frontalière proche de la Côte d'Ivoire et du Mali. C'est un officier breveté de l'école de guerre, possédant plus de 15 années d'expérience militaire, notamment lors de missions opérationnelles, Afghanistan, Côte d'Ivoire, Djibouti, République centrafricaine et de protection rapprochée, Israël, Royaume-Uni, Guinée. Le lieutenant-colonel Doumbouya est titulaire d'un Master 2, Bac plus 5, Défense et dynamique institutionnelle à l'Université Platon AFSA Paris 2, expert de la défense en management, commandement et stratégie. Se cloche au physique impressionnant et instituteur commando à la Légion étrangère française. En 2018, il a été rappelé en Guinée pour prendre la tête d'un corps d'élite créé par Alpha Condé. À la même année, le groupement des forces spéciales. Il a donc quitté la Légion étrangère de l'armée française pour répondre à l'appel de son pays. Mais ses déboires avec Conakry ont commencé en octobre 2018 avec sa volonté d'autonomiser le groupement des forces spéciales par rapport au ministère de la Défense, ce qui avait suscité la méfiance du pouvoir de Conakry.
Le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, qui a pris le pouvoir en Guinée-Conakry le dimanche 5 septembre 2021, a été découvert par les Guinéens le mardi 10 octobre 2018 à l'occasion de la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance au stade du 28 septembre situé dans la capitale. À la tête d'un groupe d'hommes en uniforme encagoulés composant les forces spéciales se trouvait le colonel Mamadi Doumbouya. Ces forces spéciales ont arrêté le président Alpha Condé, suspendu la constitution et dissous le gouvernement de toutes les institutions du pays. Cet officier de l'armée guinéenne de 41 ans, nommé commandant du groupement des forces spéciales de l'armée guinéenne en 2018, faisait partie de la Légion étrangère française où il a évolué jusqu'au garde-caporal-chef. Mamadi Doumbouya a brillamment accompli la formation de spécialité en protection opérationnelle à l'Académie de sécurité internationale Israël, le cours de formation des commandements d'unité à l'école d'application de l'infanterie EAI Sénégal et la formation d'office d'état-major EEML Libreville. Ce colonel Doumbouya est capable d'identifier et de désamorcer des situations à risque en restant calme face à un environnement hostile et une pression externe. Et oui, c'était un peu le portrait robot de ce colonel Mamadi Doumbouya, j'allais dire, qui a renversé le professeur Alpha Condé, notamment 5 septembre dernier. Alors, il y a désormais cette question parlant de la transition. Quelle transition faut-il à la Guinée? Parce qu'on a connu des transitions dans ces pays, mais quelle pourrait être la particularité de celle-ci comparativement à celle qu'on a déjà commise? Première question, quels sont, de votre avis, les grands chantiers auxquels il faudrait faire face dès maintenant? Merci beaucoup. Là, on retombe sur ma thèse de doctorat. La gestion des transitions politiques, des transitions constitutionnelles, elle est très compliquée. Parce que vous voyez, quand vous tombez dans une zone grise, où le droit applicable est suspendu ou est dissous, ça devient compliqué. Et comment s'y prendre? J'ai travaillé sur certains pays post-conflit. J'ai été jusqu'au Kosovo. En fait, la conclusion à laquelle je suis parvenu, c'est que chaque crise politique, chaque conflit armé est un cas d'école. Ouais. La façon dont une crise est résolue dans un état A, ce n'est pas forcément de la même façon que une crise est résolue dans un état B. D'abord, c'est ce qu'il faut garder en tête. Mais ce qui se retrouve de part et d'autre, c'est que souvent, ça passe par des choses. L'adoption des accords politiques, ou parfois des accords de paix, entre tous les acteurs concernés ou les forces vives de la nation. Ces accords de paix-là vont définir dans un premier temps les bases des institutions de la transition, ou le deuxième cas de figure, passer par une charte de la transition. On tombe dans le droit constitutionnel matériel là, pour les spécialistes. Et cette charte de la transition aussi est négociée avec les forces vives de la nation, les acteurs concernés, qui définissent les consultations, c'est ça, les institutions de la transition, et après fixent un délai, c'est-à-dire la durée de la transition et la façon dont on va sortir de la transition. Bien, rapidement, malheureusement on est talonné par le temps. Pourtant c'est des choses intéressantes, on en a besoin. On risque de revenir sur ce thème. J'aimerais bien, parce que là il faut... Oui. Voilà. Maintenant, les institutions de la transition, ce que j'ai souvent remarqué, je ne dis pas qu'on va aller dans ce sens, mais il y a un pouvoir exécutif transitoire, il y a un pouvoir législatif transitoire, et exceptionnellement, j'ai constaté parfois, on met des mécanismes de suivi de la transition, et même une justice constitutionnelle transitionnelle, exceptionnellement. C'est le cas de la Centrafrique. La Centrafrique avait une justice constitutionnelle de la transition pour suivre le respect des accords de paix. Mais c'est très très exceptionnel. Sinon, ce qui est fréquent, c'est de mettre un mécanisme de suivi
de l'application de ces accords de paix ou de cette charte de la transition, voilà, son application dans la pratique. Ça, c'est le premier aspect. Rapidement. Donc, je pense que nous sommes dans cette phase. Comment mettre les institutions qui vont assurer la transition en Guinée? Et qui sont ceux qui vont être les membres de ces institutions? La grosse question. C'est la phase qui se présente à nous actuellement et c'est ce qu'il faut régler ipso facto. Bien. Dans un premier temps. Et comme je le dis, vous savez, je vais être mesuré. Il faut aller très bien. En 2010, lors d'une émission, j'avais dit, j'avais dit qu'il faut suivre la procédure normale concernant la sortie de la crise. On a adopté la Constitution. Le CNT a rédigé le texte de la Constitution. Il était question de savoir, faut-il le promulguer directement ou organiser un référendum? Nous, on a proposé, parce que nous sommes des juristes, il faut suivre la procédure normale. Le CNTP rédigeait le texte de la Constitution. On soumet ce texte-là au référendum. Une fois qu'il est approuvé par le peuple, maintenant le président de la République peut le promulguer et il va commencer à produire ses effets juridiques. Bien. Mais si on dit qu'on va adopter et rédiger le texte, le promulguer, ensuite revenir au référendum, c'est impossible. Donc, parce qu'une fois qu'un texte juridique est promulgué, c'est pour qu'il devienne effectif. C'est-à-dire c'est pour qu'il produise ses effets juridiques. Bien. Oui. Donc il faut suivre la procédure normale. Bien. Il ne faut pas se précipiter pour mal faire les choses. Aller très vite mais lentement. Oui. Parce que le temps aussi fait de fois. Il ne faut pas les habituer non plus le pouvoir. Il faut prendre le contre-pied de M. Sylla. Justement. Parce que en fait, moi je suis pour que quand les gens ne sont pas élus, qu'ils ne perdurent pas au pouvoir. Moi c'est un principe chez moi. C'est vraiment un principe. Mais il faut, parce que le danger... Parce qu'il y a l'appétit du pouvoir. En 6 mois, on ne peut pas... Je ne donne pas, mais il ne faut pas qu'ils perdurent au pouvoir. Maintenant, on ouvre beaucoup de chantiers. Il y a beaucoup de chantiers qui sont ouverts pendant les transitions. Mais il faut rappeler une chose. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Non. Il y a ce qu'une transition ne peut pas faire. Parce que le problème, on a tendance à croire. Et à ce titre, j'invite même les gens de lire l'excellent travail de Thierry Vircolon de International Crisis Group, qui a travaillé avec une dame, Mathilde, sur les questions des transitions. Il faut qu'on fasse très attention. Ce n'est pas un moment... Je l'ai cité dans ma thèse. J'ai un article sur Haïti. Ce que je dis là... C'est pas un grand moment d'unité nationale. Ce n'est pas un moment de relance de développement. Mais par contre, c'est une forte, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un fort moment de dépendance internationale. Bien. Maintenant, ce qu'il faut faire, ça veut dire que moi, je suis contre que la junte ouvre beaucoup de chantiers. Oui. Il faut aller très vite et mettre une transition civilo-militaire, avec même un fort accent, vous les accordez un fort accent civil. Quelle période? Une année Parce que ce que je suis en train de voir... 18 mois, 2 ans? Non, 1 an c'est bon. Je crois qu'il ne faut pas... Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se silhouetter, on ne fait pas attention. La première décision, c'est quoi? Même les sous-préfets sont devenus des militaires. Ça veut dire quoi? Quel est le message? Non, c'est-à-dire on est en train de s'enraciner. C'est ça le problème. Vous savez, le défaut que nous avions, l'erreur que nous avions commise avec Dadis, c'est que nous lui avions donné toute cette onction populaire. On s'en est rendu compte très rapidement que ce n'est pas possible. Soyons un peu plus vigilants. Bien. Je crois que 10 ans après, on a des personnalités qui participent au débat public, voilà, qui peuvent aujourd'hui se passer de certain opportunisme intellectuel et dire les choses qu'elles sont. Justement. Parce que ils sont nombreux. Ça se sent aujourd'hui. Et surtout que le colonel lui-même ne nous a pas aussi soucié sur ses vraies intentions. Non, le problème, c'est qu'il faut qu'il s'installe d'abord. Bien. Parce qu'il n'y a que 3 visages de la transition qu'on connaît. Bien. Voilà. Alors, M. Mara, il y a cette question. C'est vrai, quel calendrier, notamment pour cette transition, mais aussi quel Premier ministre et même les membres du gouvernement? Moi, je pense que, comme je vais marcher sur les langues de mes prédécesseurs, je pense qu'on ne peut pas parler pour le moment de calendrier. Parce que, comme ils l'ont dit, aujourd'hui, voilà, la Constitution est suspendue, les institutions sont suspendues, donc nous sommes dans un vide constitutionnel et puis, mais aussi dans le vide institutionnel. Alors, le problème fondamental, ou si vous voulez, la préoccupation phare aujourd'hui,
c'est comment suppléer ce vide-là, comment combler ce vide-là. Ça ne doit pas éternel, ça ne doit pas durer. Parce que vous voyez, l'État, c'est une société organisée. Bien. Et puis dans cette société, vous avez les gouvernants et les gouvernés, bon, les relations entre elles, comment elle doit être gérée, tout ça. C'est pour dire qu'on ne peut pas se passer de la loi. Bien. Maintenant, au plus pressé, il faut d'abord, comme il l'a si bien dit, soit si c'est un accord consensuel, voilà, un accord cadre consensuel ou en tout cas une charte qui va définir les missions de la transition. Il l'a dit, hein, c'est-à-dire les autorités de la transition. C'est à partir de là qu'on peut fixer un calendrier. Il faut définir ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Bien. Et comme ça, quand tout cela est fait, sur la base d'une charte qui va se charger du suivi, c'est-à-dire les textes sur lesquels la conduite va être reposée et les organes qui vont être là pour suivre, si vous voulez, la bonne conduite de cette transition, je crois que c'est plus précis. Malheureusement, oui, nous arrivons à la fin de cette émission. J'estime quand même qu'on a abordé les principales articulations de vos propos. Alors, merci à vous de répondre à notre invitation. J'espère que ça ne sera pas intéressant parce que nous sommes dans une période exceptionnelle. On aura besoin de l'avis de toutes ces personnes sur ce plateau, notamment les juristes constitutionnalistes et également vous, acteurs de la société civile. Alors, il ne me reste également qu'à vous dire, vous, téléspectateurs inconditionnels de cette émission, merci pour votre aimable attention. On se reprend la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Diagnostic et surtout, ne quittez pas sur cette télé car le meilleur reste à venir. Au revoir.